Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le paludisme. C'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont exposées et il y a plus de 900 000 morts par an. Bref, c'est une pathologie qui doit être extrêmement connue et maîtrisée par les médecins, et les médecins urgentistes sont bien exposés aussi en France. Alors le paludisme, c'est quoi? Eh bien en fait, le paludisme, c'est une parasitose, donc c'est une infection qui est causée par un parasite du genre Plasmodium. Il y en a plus d'une centaine d'espèces différentes, et c'est une infection qui est transmise par les moustiques, qui sont particuliers, hein, c'est de la famille des Anophèles. Et donc en fait, la forme qui est contaminante, transmise par l'anophèle, par ce moustique, s'appelle le sporozoïte. Un peu comme des spores qui vont venir se déposer gentiment dans la circulation sanguine, et ainsi va permettre la transmission, va permettre la transmission de ce parasite, le plasmodium. Et donc, une fois dans l'organisme, eh ben, le parasite, il va venir se développer, il va venir se propager. Il va aller d'abord dans le foie, se multiplier, puis après relarguer dans la circulation, il va venir contaminer les globules rouges, les faire éclater et libérer par la suite donc les trophozoïtes. Alors qu'est-ce que ça va faire tout ça? Forcément, ça va faire quelques symptômes qui vont donc correspondre au tableau du paludisme. Et malheureusement, par la suite, quelqu'un qui est infecté avec ces trophozoïtes dans le sang se fait à nouveau piquer par un moustique. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un moustique qui va avoir le parasite et va pouvoir contaminer les autres patients. Et donc on va voir dans ce topo les populations qui sont exposées, quels sont les délais à connaître, les signes et les traitements. Alors, je vous ai dit que, il y a plusieurs espèces de moustiques et de parasites qu'il ne faut pas confondre, hein, ce sont 2 choses différentes. Donc il y a 3 500 espèces de moustiques, mais il y a que le genre Anophèle qui transmet le parasite, et on compte environ une soixantaine parmi ces Anophèles, parmi ces moustiques pardon, dont le genre Anophèle. Ces moustiques, et donc le parasite, où sont-ils? Ils sont au niveau de la ceinture du globe, comme ça vous l'aurez retenu. Alors, ils sont plutôt présents aux périphéries des villes. Donc typiquement, si vous voulez attraper le parasite, il faut aller durant la période des pluies, plutôt en basse altitude, près des marécages, là où il y a plein de moustiques. Et là vraiment, c'est l'idéal pour se faire piquer et choper le paludisme. Mais malheureusement, il y a de plus en plus de moustiques qui commencent à envahir les villes. Alors, de plus en plus, mais c'est pas non plus le plus fréquent, heureusement d'ailleurs. Et, et il y a aussi des zones géographiques où le moustique est devenu de plus en plus résistant aux insecticides et même aux médicaments utilisés pour lutter contre cette infection, qui s'appelle donc de la chimioprophylaxie. Donc c'est Plasmodium, et certains moustiques aussi vont devenir résistants à toutes les mesures que l'on va prendre pour éviter la maladie. Mais retenez cet endroit, l'Asie du Sud-Est, qui va être important pour la prise en charge. Alors, à quel moment il faut penser au paludisme? Pour quelle population? Ça va surtout, bien sûr, être le retour de voyage. C'est des voyageurs civils dans 80% des cas, ou alors des résidents qui sont habituellement en zone endémique, dans 12% des cas, et des militaires. Alors oui, il y a quelques rares cas autochtones qui sont décrits en France. Espérons que ça n'aille pas plus loin, mais bon, vu la hausse des températures, on est mal barré, ainsi qu'en Grèce, et malgré la prise de chimioprophylaxie, il y a quand même 30% à peu près de personnes qui vont quand même développer le paludisme, même s'ils ont bien pris la chimioprophylaxie. Bon, alors,
En France, par exemple, pour les DOM et les TOM, ce sera plutôt pour les îles Mayotte ou la Guyane, surtout qui est très exposée au paludisme. Et vous voyez que, bah, il y a 2 pics annuels, c'est en janvier et en août-octobre. Ce sont 2 moments où, bah, il y aura un peu plus de passage aux urgences pour, bah, des motifs et ces motifs justement, il faudra évoquer le paludisme et on va voir quels sont les symptômes par la suite. Bref, tout symptôme ou fièvre de retour de voyage doit évoquer, jusqu'à preuve du contraire, un paludisme. Voilà encore un moustique qui passe et on va voir maintenant une autre information importante, ce sont les délais. Alors les délais, surtout de l'apparition des symptômes, on parle donc de l'incubation. À partir de quel délai, donc entre le moment de la piqûre et les premiers symptômes, eh bien, on a quelque chose de compatible avec un paludisme. Eh bien, c'est important de connaître ces informations. Pourquoi? Parce que une personne qui part 3 jours ne peut pas avoir des symptômes avant un certain délai. Donc vous pouvez être quasiment sûr de ne pas être en face d'un paludisme, dans certains cas, si vous connaissez ces informations. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs espèces de plasmodium, et donc il y en a 5 à connaître, et 5, ça va être notre moyen pour retenir le délai d'incubation, puisqu'effectivement, il y a 5 espèces, et le délai d'incubation, c'est de 5 jours minimum. Minimum. On est un peu plus haut dans la médiane. Vous voyez d'ailleurs que selon les espèces, ça varie. Et pour vous rappeler de l'ordre, pour avoir à peu près l'idée, eh bien, vous pouvez faire de l'alpha jusqu'à l'oméga, j'ai pas trouvé mieux, c'est un peu l'ordre alphabétique, de Plasmodium falciparum, 5 jours, avec le Knowlesi, 12, Malariae, 25, Vivax, 40, et Ovalé, 69 jours, en délai d'incubation. Maintenant, il faut aussi garder en tête qu'il y a des possibles expositions antérieures ou des reviviscences qui donnent des délais plus tardifs. Donc, globalement, 5 jours, c'est l'information importante à retenir, mais des fois on est à beaucoup plus long en termes de délai. Et une autre information, c'est le délai diagnostique. C'est juste pour votre connaissance personnelle. Eh bien, c'est malheureusement beaucoup trop long. Le moment où on fait le diagnostic, c'est bien souvent 3 jours après le début des symptômes. Au total, je vous l'ai dit, l'information importante, c'est l'incubation qui dure 5 jours. Quels sont les symptômes? Eh bien, les symptômes, ils sont, un petit peu abâtardis. Le tableau est globalement, un peu flou, mais il y a souvent cette notion de, malaise, de céphalée et surtout de fièvre, qui commence, de ce qui est décrit, plutôt brutalement, avec une atteinte un peu des organes, de manière diffuse, qui est liée à la propagation et à l'éclatement, en fait, eh bien, des parasites dans le sang, qui se reproduisent de manière cyclique selon l'espèce. Alors effectivement, c'est décrit dans la littérature, ça fonctionne globalement, c'est à peu près le cas en réalité, mais c'est pas parce que le patient a le lundi, le mercredi et le dimanche de la fièvre que le diagnostic est exclu. Voilà, donc globalement, c'est une fièvre qui est quand même assez importante, hein. Ça monte rapidement au bout d'une heure, 40 degrés, ça dure, ça dure. Les patients sont vraiment, vraiment très mal. Donc, je vous donne pas de tableau clinique exact, puisqu'il y a plein, en réalité, il y a plein de présentations qui peuvent nous mener à autre chose et à ne pas penser à ce diagnostic. Donc le tableau, il est très vague et pensez-y systématiquement quand c'est compatible avec effectivement un retour de voyage et un éventuel paludisme. Les signes d'alerte, on va les voir, mais globalement c'est l'ictère, l'urine porto, la somnolence, un tableau de choc. Bon, bref, vous voyez que tout est possible et même, je pourrais vous dire qu'il y a des cas chez des migrants qui sont encore parfois immunisés et il n'y a absolument pas du tout de fièvre. Donc maintenant, on va voir une étape importante, c'est comment faire le diagnostic. Alors pour faire le diagnostic, l'information de cette diapositive, c'est surtout le délai maximal entre le moment où on fait le prélèvement et le moment où on a le résultat. Surtout, surtout, il faut faire vite, c'est ça qui va sauver le patient. Donc 3 heures, c'est le délai que je vais utiliser dans cette vidéo, vous allez voir à la fin pour vous en rappeler.
Alors le bilan, il doit être standard, hein, il n'y a pas grand-chose de particulier, quoique on va en voir. Il faudra donc pas oublier deux choses, surtout très importantes. L'idée, ça va être de démasquer ce parasite, de le trouver. Alors il est dans le sang, il éclate les globules rouges, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien on va venir recueillir une goutte de sang et on va l'analyser. Il y a deux moyens, surtout, qui fonctionnent très très bien, ce qu'on appelle le frottis sanguin. On va venir colorer, donc on prend une goutte, on l'étale sur la lame, et la goutte épaisse, donc qui est, comme son nom l'indique, plus épaisse. Le premier pour le frottis sanguin, il va permettre de voir la parasitémie, donc vraiment, véritablement savoir quel est le pourcentage de parasites, une information capitale, et permettre l'identification du parasite, c'est aussi important. Et la goutte épaisse, en fait, c'est que l'examen est plus sensible, Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble au microscope. Comme ça, vous aurez après une idée de ce que le biologiste va regarder dans l'heure, et il faut absolument le prévenir et l'appeler et lui dire: «Écoute-moi collègue, j'ai quelqu'un qui a peut-être le paludisme, dis-moi si oui ou non c'est bien ça». Et donc au microscope, qu'est-ce qu'on voit? Et bien voilà, d'un côté, on aura donc le frottis, goutte épaisse. Alors ça peut être négatif, hein, quand la parasitémie est très très faible, ça peut être très très faible, d'où l'intérêt de la goutte épaisse quand même. Et vous voyez d'un côté que l'on peut voir les parasites qui sont dans les globules rouges, d'un côté, et tous les globules rouges ne sont pas atteints, hein, donc ça permet ainsi d'avoir, le diagnostic de l'espèce et même de faire des différentiels. Pourquoi? Bah oui, des fois il y a d'autres parasites qui sont transmis ou d'autres virus qui sont transmis par des moustiques. Malheureusement, il n'y a pas que, le plasmodium, donc les babésias, les trypanosomes, la borrelia, les microfilaires et cetera. Donc c'est très intéressant de faire ce frottis sanguin, goutte épaisse, en retour de voyage fébrile. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen, hormis le frottis sanguin, goutte épaisse? Eh bien nous avons le, test diagnostic rapide. En fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on prend une petite goutte de sang, on le met, en bas, vous voyez, dans ce petit réceptacle rond des tests, et ça va nous permettre de voir si effectivement il y a des antigènes qui correspondent à certaines espèces de plasmodium. Par exemple, le test doit impérativement rechercher un antigène qui est spécifique du plasmodium falciparum, donc c'est l'antigène HRP2, mais il existe plusieurs faux positifs. Je vous les donne oralement, hein, c'est le facteur rhumatoïde, un paludisme antérieur qui a été traité jusqu'à 6 semaines, hein, jusqu'à 6 semaines. Mais il y a aussi la dengue, par exemple, qui peut tout à fait mimer les symptômes. C'est un différentiel du paludisme. L'hépatite C, une toxoplasmose, une tuberculose. Bref, il y a le choix. Quant au faux négatif, donc on se dit, c'est pas normal que ce soit négatif, pourtant le patient est malade. Qu'est-ce que c'est? C'est la parasitémie qui est beaucoup trop faible. Il n'a pas assez pour réagir avec le produit. C'est tout à fait possible. Ça ne permet pas de quantifier, donc il faut absolument faire un test diagnostic rapide avec une analyse au microscope. La sérologie, il y a pas d'intérêt, sauf pour le paludisme viscéral évolutif. Bon, c'est plutôt une population jeune, hein, chez les enfants, splénomégalie, plutôt sensible avec une anémie. Quant à la biologie moléculaire, la PCR, oui, ça peut être très intéressant, c'est très efficace, hein. Ça peut être positif avec une parasitémie très faible. Bon, dans ce cas-là, ça correspond pas, il faut quand même évoquer un autre diagnostic parce que c'est pas normal que ce soit positif avec une parasitémie si faible que ça. Et le résultat est un peu trop long. Donc oui, la biologie moléculaire, ça peut le faire avec une autre analyse, mais c'est quand même un peu plus cher et plus long. Et maintenant, on va voir quels sont les critères de gravité, parce que vous y avez pensé, vous avez fait le diagnostic biologique, maintenant il va falloir surtout rechercher les critères de gravité. Alors quels sont-ils? Eh bien, il y a d'abord le gravité en fonction de l'espèce, puisqu'il y a des espèces qui ne sont pas mortelles, même si
toutes les espèces peuvent être mortelles en soi, mais c'est globalement surtout le Plasmodium falciparum qui est responsable de 97% des cas de décès. Il y a le Plasmodium vivax qui peut donner pas mal d'atteintes tout de même chez l'enfant aussi, hein, vous voyez, cytopénie, un SDRA, donc l'atteinte pulmonaire, un coma, une insuffisance rénale, l'atteinte par le Plasmodium neolesi aussi. Alors, il y a quelques décès décrits, mais ce qui va nous importer aussi, c'est les critères cliniques et biologiques, bien sûr. Alors, on va les voir dans un instant. D'abord, les critères cliniques. Les critères cliniques, pour vous en rappeler, vous prenez chaque organe et vous voyez s'il n'y a pas une défaillance de cet organe. Alors, c'est pas si simple que ça, mais globalement, si on prend l'atteinte neurologique, commençons un peu par en haut, et bien une confusion, une prostration, une obnubilation, ça effectivement, c'est des critères d'alerte. C'est pas, des fois, ça peut passer un peu à l'as, mais un patient qui est confus. Retour de voyage, attention, il faut vraiment se méfier. Avec un coma à moins de 11, ça c'est grave. Et des convulsions. Une convulsion, ça peut être un soin continu et pas forcément une admission en réanimation, mais des convulsions, oui, c'est un critère pour admission en réanimation. Un neuropaludisme, avec des fois des images d'infarcissement, puisque vous imaginez bien que, eh bien en fait, avec les éclatements des globules, il peut y avoir des systèmes un phénomène de cytoadhérence, en fait, des globules rouges qui sont contaminés et vont pouvoir créer donc des infarctus, des œdèmes cérébraux, des hémorragies. Bref, c'est un peu la cata sur le plan vasculaire, bien sûr. Une atteinte aussi respiratoire, avec une PO2 à moins de 60, hein, ou une saturation moins de 92, une polypnée, c'est très important de noter la fréquence respiratoire quand même, et une image pathologique à la radiographie par exemple, ou au scanner, une atteinte hémorragique, quelle qu'elle soit, donc il faut demander si le patient n'a pas du sang dans les urines, puisque vous allez le voir quand il va cracher du sang, ou vomir du sang, mais l'hémorragie extériorisée dans les urines, donc l'hématurie, on y pense moins souvent, et le patient n'a pas tendance à faire le lien entre les deux. Autre chose, la défaillance circulatoire, ça vous l'aurez vu bien sûr au début avec la systolique qui peut être basse ou la PAM, l'hypoperfusion périphérique, regardez les genoux des gens avec la diurèse, c'est important, et s'il y a une nécessité d'amine ou une lactatémie supérieure à 2, et un tableau d'ictère clinique. Ça, vous le verrez si le patient est un peu jaune. Mais méfiez-vous avec les patients qui ont la peau noire. Eh bien, c'est plus difficile de faire le diagnostic d'ictère. Et malheureusement, des fois, on retarde la prise en charge. Et la petite astuce, c'est de regarder les conjonctives, où vous pouvez voir dès le début, dès les 30 micro mol de bilirubine, une atteinte des conjonctives. Donc regardez les conjonctives, très très important tout de même, hein. Donc on a fait le plan clinique, maintenant on va voir la biologie. Alors qu'est-ce que ça donne et comment s'en rappeler et ne pas tomber dans les pièges. Alors, vous faites un gaz du sang. Pourquoi un gaz du sang? En artériel, c'est l'idéal, même si ça fait un peu mal. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup d'informations et rapidement. En fait, le gaz du sang, on peut regarder la machine avec une machine à côté, en général des urgences ou en réanimation qui est pas très loin, bien souvent. On a rapidement, très rapidement, beaucoup d'informations. Et des informations qu'on peut oublier. Pourquoi? Parce que sur le gaz du sang, on a le bicarbonate. Et souvent, on l'oublie dans les critères de gravité du paludisme. Et c'est un des critères de gravité. S'il est à moins de 15, c'est un critère de gravité, une acidose, surtout plutôt métabolique, avec un pH à moins de 7,35 et un lactate supérieur à 2. Donc oui, le gaz du sang, artériel plutôt, même si en veineux, il y a peu de différence avec le pH, le bicar sera bon, mais la PO2 forcément sera pas la même. Ensuite, on peut même avoir l'hémoglobine avec le gaz artériel, ou même en veineux, et le critère est à moins de 7, ou une hématocrit à moins de 20, avant d'attendre la NFS. L'hypoglycémie à moins de 0,4 g par litre. Alors j'ai mis exprès 0,4 g par litre et pas en millimol, parce que la parasitémie, quand elle est aussi supérieure à 4, c'est un critère de gravité, donc au moins les deux sont à 4, vous pourrez peut-être les retenir comme ça. L'hypoglycémie, de toute façon, vous faites une glycémie capillaire systématiquement, c'est un paramètre vital. Donc ça, vous le ferez. La parasitémie, comme vous aurez le résultat du biologiste, vous l'aurez aussi. Après, vous penserez à rajouter le bilan hépatique et rénal, et donc vous aurez bien sûr la créatinine et l'urée,
et la bilirubine à ce moment-là. Donc vous ne manquerez plus les critères de gravité sur le bilan biologique. Un petit mot aussi sur l'ANFS. Il peut y avoir une leucopénie, une thrombopénie est très évocatrice, donc les plaquettes basses. Une CRP est un peu plus élevée quand même, dans les cas du paludisme, contrairement aux herbovirus. Oui, les herbovirus, donc le Zika, chikungunya, etc., en fait, il y a moins de 70 de CRP bien souvent, hein. Et des fois, pour le Zika, dans les études, ils ont même pas 20 de CRP, ceux qui ont le maximum. Donc vraiment une CRP assez basse, ça colle pas tout à fait. C'est possible, mais ça colle pas tout à fait. Les cas de CIVD aussi, c'est rare. Coagulation intraveineuse disséminée, c'est quand même très rare, c'est pour les cas extrêmement graves. Et donc maintenant qu'on a tout le diagnostic de gravité, comment réfléchit-on pour la prise en charge du patient? La première chose, est-ce qu'on a un critère de gravité? On vient de les énumérer. Si oui, un critère de gravité, avis euh, auprès du réanimateur, et on voit s'il faut admettre le patient en réanimation, en soins de surveillance continue, en unité spécialisée, et on débute le traitement le plus vite possible. C'est l'artésunate en IV, au moins 3 doses. À ce moment-là, il faut vraiment se dépêcher pour avoir ce médicament le plus vite possible. Et on va revoir chacun des médicaments en détail après. Et s'il n'y a pas de critères de gravité, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut prendre un petit peu plus le temps de réfléchir. Comment on réfléchit? On va voir ça. Donc il n'y a pas de critère de gravité. Première chose à demander, c'est est-ce que le patient vomit? Pourquoi? Parce que s'il vomit, il ne peut pas prendre Péros, le médicament. Bah oui, forcément, mais il faut y penser quand même. Donc s'il ne peut pas prendre Péros, ça veut dire que de toute manière, il ne pourra pas rentrer à la maison. Donc ce ne sera pas un patient ambulatoire, ce sera un patient qu'il faudra hospitaliser. Et donc il faudra débuter un traitement intraveineux, puisqu'il ne peut pas prendre par la bouche. Et le traitement à ce moment-là, c'est la quinine intraveineuse. Et la thérapeutique, pardon, je vais y arriver, effectivement doit, comme être pour l'artésunate, le plus rapidement administré au patient. Ensuite, quelle est la prochaine étape? Bah, dès que le patient va mieux, que ce soit un paludisme grave ou avec la quinine IV, eh bien, dès que le patient va mieux, on peut passer à une thérapeutique Péros. Dès qu'il n'y a plus de vomissement et que les doses d'artésunate ont été administrées, à ce moment-là, on peut passer à une chimiothérapie Péros. On va voir un peu les détails juste après. Et si le patient ne vomit pas, comment on fait? Eh bien ça, c'est une bonne nouvelle. On peut se poser la question d'une prise en charge en ambulatoire. On n'hospitalise pas forcément, dans tous les cas. Mais il faut que plein de critères soient cochés. Quels sont ces critères? Bah, pour que le patient soit ambulatoire, il faut être sûr du diagnostic. Il faut être sûr. Et il ne faut pas qu'il y ait eu d'échec d'un premier traitement. S'il a déjà eu, il ne faut pas qu'il y ait d'échec. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de facteurs de risque, de mauvaise observance. Il faut qu'on soit sûr qu'il puisse prendre le médicament. Ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas qu'il y ait de facteurs de risque associés. Donc il ne faut pas être seul, pas enceinte, pas de splénectomie en antécédent, ni d'immunodépression. Il faut que le médicament soit donné au patient, pas trop loin de l'hôpital non plus. Un suivi soit organisé. Et sur le bilan biologique, il ne faut pas qu'il ait une thrombopénie importante. C'est-à-dire que les plaquettes doivent être à plus de 50. C'est pareil, l'hémoglobine a plus de 10 et une créatinine, donc pas d'insuffisance rénale conséquente. Et une parasitémie qui ne soit pas trop importante. Donc ça, c'est à discuter aussi au cas par cas. On peut laisser sortir à 3 si c'est pas du Plasmodium falciparum, dans tous les cas par exemple. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de situations. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour ce patient? Bah, à ce moment-là, on peut envisager de lui donner le médicament Péros. On le surveille au minimum 2 heures après la prise, parce qu'il peut y avoir une intolérance, il peut vomir. Dans ce cas-là, on retombe sur la prise en charge avec vomissement. Et on organise le suivi, puisqu'il vous assure de l'efficacité du traitement. Donc il y aura frottis goutte épaisse à J3, J7, J28 et une NFS. C'est pareil, à J7, J14, J21, J28. Si c'est un accès qui est grave, mais dans tous les cas, on va quand même le faire, puisqu'il peut y avoir des mauvaises tolérances. On va voir en détail après les médicaments. Pour l'ACT, je vous expliquerai, ça veut dire Artemisinin Base Combination Therapy. Pour mon anglais, ça veut dire une thérapie combinée à base d'artémisinine. Donc, il y en a plusieurs, on va voir les détails. Tout d'abord, les traitements pour les formes graves. Qu'est-ce qu'on donne? Je vous l'ai dit, c'est l'artésunate.
Pour vous en rappeler, on va regarder à la télé un documentaire super intellectuel, brillant comme le soleil. C'est la première chose qu'on fait, c'est l'Arte Sunat, Sun pour le soleil. Un moyen un peu débile, mais vous vous en rappellerez. La dose IV, c'est 2,4 mg par kilo. À H0, H12, H24, il faut les donner. Et tant que c'est pas efficace, on continue. On peut aller jusqu'à 7 jours maximum, donc ça veut dire 9 doses au total. 3 le premier jour et après 1 pendant 6 jours. Ça fait bien 9 doses. Il y a un risque d'hémolyse qui est différé à J8, d'où l'intérêt de faire la NFS par la suite. C'est ce qu'on appelle le post-artesunate delayed hemolysis. C'est une hémolyse qui est différée entre la deuxième et la troisième semaine après le début du traitement. Et c'est quand même 15% des patients, avec une chance sur deux d'être transfusés. Donc vous voyez que c'est pas rien. La prescription, c'est en ATU. Ensuite, l'administration, c'est en nivellante avec un pouce seringue électrique. Et on peut faire, dès que possible, le relais Péros, mais ça, je vous l'ai déjà dit. La question à vous poser, et là on revient au début, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un séjour par là-bas, en Asie du Sud-Est? Pourquoi? Parce qu'il y a des formes qui sont résistantes, malheureusement, à l'artésunate. À ce moment-là, on peut mettre de la quinine associée, avec une dose majorée qu'on appelle une dose de charge, plus ou moins de la doxycycline. Et pour la quinine, on peut doser pour adapter le niveau thérapeutique. Bon, je vous mets juste aussi le traitement des co-infections parce qu'il ne faut pas non plus les méconnaître, hein, c'est 25% des patients tout de même. Voilà pour les formes graves avec l'artésun, l'artésunate. Pour les formes non graves, donc c'est quand même la majorité des patients, heureusement, il y a 3 ordres, donc 3 médicaments, enfin 3 médicaments. On va voir ça en détail. Donc la première, c'est ce qui doit être mis en priorité, c'est l'un ou l'autre. C'est soit l'arténimol piperakine. Alors là, vous allez avoir des noms à rallonge. Pas de panique, je vais vous donner un petit moyen pour les retenir. Donc une fois que vous avez regardé le premier documentaire qui était brillant, donc l'Arte-Sun pour le paludisme grave, vous regardez toujours Arte. Et c'est une émission qui est un peu bizarre, elle vous propose des documentaires sur le papier toilette et l'huile pour l'arténimol piperakine, donc PQ, piperakine. Oui, c'est très glamour. Une prise qui doit être à jeun, 3 comprimés en une fois, 3 jours. Donc ça fait 9 comprimés, ça va, c'est pas beaucoup. Et le deuxième qui est possible à donner à la place du premier, donc à la place de l'arténimol piperakine, de l'arté-PQ, on peut donner l'arté-l'huile. Et pourquoi je vous dis l'huile? Parce que l'artéméter luméfantrine, ça se donne avec un aliment gras, comme ça vous vous en rappellerez. Donc ces 4 comprimés, vous voyez la délivrance, hein, 24 comprimés au total, c'est quand même plus à manger. La deuxième chose, si on n'a pas les 2 premiers, eh bien, on peut, ou si c'est mal toléré, donner de l'atobacone proguanil ou Malarone. C'est un peu plus connu, donc là, le moyen mémotechnique, c'est un avocat, parce que c'est toujours bon et c'est toujours gras, pareil. Vous voyez, c'est 12 comprimés en 3 jours. Et si rien n'est possible, on va donner de la quinine à ce moment-là. C'est le fameux traitement de base. 8 mg par kilo par 8 heures pendant 7 jours. Alors ça peut être péros ou intraveineux. Et il faudra évoquer le synchonisme. Alors il y a surtout des acouphènes, hein, c'est le signe d'imprégnation. Et ce qui peut être plus gênant, c'est les céphalées et les troubles digestifs à J2 qui apparaissent surtout, hein. La dose de charge, je vous l'ai dit, eh bien en fait c'est pas 8 mg par kilo les 8 premières heures, c'est 16 mg par kilo en 4 heures. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus, hein. Et donc le total, c'est 24 mg par kilo par 24 heures. Le dernier et le petit mot, c'est pour le Vivax et l'Ovalé. Pour ces deux espèces, il faudra donner et discuter la primaquine pour détruire en fait les formes quiescentes. Pour vous en rappeler, Primaquine, donc tant qu'on est sur le trône avec cette histoire de PQ, tout ce qu'il y a de plus glamour, pour la première dame, Primaquine, vive l'ovulation, Vivax et Ovalé. Désolé, j'ai pas trouvé mieux pour ces deux espèces, mais c'est important d'y penser si vous êtes confronté à ces deux dernières. Alors, est-ce que on a des sites internet à connaître qui peuvent nous renseigner, nous donner des infos pour le patient, même pour nous si on veut aller en vacances? Eh bien oui, et je vais vous dire lesquels. Ah, il y en a deux que je trouve vraiment bien faits et qui sont même recommandés. C'est le site de
HACCP du Haut Conseil de santé publique en France, par exemple. Je vous mettrai les liens en description. Vous avez, c'est un long PDF, hein, il fait plus de 150 pages, vous avez de la lecture. C'est pour toutes les pathologies du voyageur. Par exemple, vous voyez que si vous partez là, donc en Angola, eh bien vous pourrez voir que la transmission se fait toute l'année dans tout le pays, etc. Et pour chaque pays, vous avez le moment de transmission avec l'indication ou pas d'une chimioprophylaxie, et si oui, laquelle. Donc, à consulter pour le patient ou pour vous-même si vous voyagez. Et le deuxième site que je trouve bien fait, parce que c'est quand même plus pratique, c'est plus fun avec des images, l'Institut Pasteur de Lille. Vous pouvez mettre, qu'est-ce que vous voulez, le paludisme, et bien voilà, vous avez la carte du monde avec les résistances, ou la dengue, chikungunya, c'est pareil, vous avez la même chose. Un tout petit mot sur la prophylaxie, on arrive à 30 minutes du topo quand même. Eh bien, la protection mécanique, oui, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Pour éviter qu'il nous pique, il ne nous atteindra pas comme ça. Donc les moustiquaires, plus ou moins imprégnés, les répulsifs, etc. À garder Donc à garder en tête, hein, que c'est pas parce qu'on part dans un pays qui n'est pas la France que, ou qui est même la France, que il faut absolument manger des médicaments contre le palu. Par exemple, il n'y a pas d'indication dans les DOM-TOM qui sont situés dans ces zones tropicales. Vous voyez, La Réunion, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, c'est pas indiqué. Il y a plus de risques de faire des effets secondaires que de faire un palu. Donc vous voyez, ces zones-là, hop, check, c'est approuvé. Pour vous dire, hein, on a 1000 fois plus de chances d'avoir un palu en Afrique subsaharienne qu'en Asie ou en Amérique tropicale. Donc, il faut peser le pour et le contre de prendre ces médicaments, c'est pas anodin tout de même. Donc justement, quels sont ces médicaments? Eh bien, ces médicaments contre le palu, eh bien, ça va être par exemple l'Atovacone, Progonil, qui est plutôt bien toléré. Il faudra voir aussi et adapter le coût pour le patient, la famille qui part. La doxycycline, attention, photosensible, hein, bien sûr. La méfloquine, qui est plus ou moins bien toléré tout de même, hein. Ça a pas mal d'effets neuropsychiatriques. C'est une seule fois par semaine, donc c'est plus pratique en termes d'observance. Vous voyez que c'est 10 jours avant, contrairement aux autres, et 20 jours après. Et globalement, il faut tous les poursuivre après le voyage. Et la chloroquine, bon, c'est très bien toléré, c'est moins cher. Et c'est une fois par jour, comme bien d'autres chimioprophylaxies. Je vous laisserai voir les détails pour chacun, je ne mets pas les posologies non plus. On arrive bientôt à la fin, mais avant la fin, quels sont les pièges à éviter? Eh bien, les pièges, c'est surtout de ne pas y penser. Bah oui, il faut évoquer, je vous ai dit, tout retour de voyage. Des fois, on a des surprises, hein, 3, 4, 5, 6 mois, des fois, après le retour du voyage. Méconnaître la bonne espèce. Alors, ça peut être un Plasmodium falciparum avec une autre espèce. C'est pas parce que vous êtes tombé sur un bivax qu'il n'y a pas de falciparum, par exemple. Et le Plasmodium knowlesi, par exemple, on peut le méconnaître avec le Plasmodium malariae pour les formes matures et le falciparum quand il est en forme annulaire. Euh, voilà, ça c'est plus le biologiste qui fera attention. Manquer un critère de gravité, je vous ai dit, il faut vraiment être systématique. Ne pas administrer assez rapidement le traitement, il faut vraiment aller vite, hein. Et suivre le patient, il faut s'assurer que ce soit possible. Et voilà, donc les points clés, comment retenir si vous comptez jusqu'à 6. Alors, le Plasmodium falciparum, c'est vraiment l'espèce la plus importante. Les anophèles, les plasmodiums, pardon, c'est au niveau de la ceinture du monde. Afrique, Asie, surtout subsaharienne, Asie du Sud-Est, attention. Donc l'espèce la plus grave, là je vous l'ai dit, hein, c'est le falciparum. En deux, c'est deux tests. Deux tests. Le frottis à goutte épaisse, ça me semble vraiment le plus adapté. Bon, le test diagnostic rapide, ça peut le faire aussi. 3 heures pour le diagnostic maximum. 4, ça va être pour 4 analyses bio, souvent oubliées, avec des B, que des B, bicarbonate, bilirubine, BUN, c'est pour l'urée en anglais, et blood pour l'anémie et l'analyse du parasite. Le délai d'incubation, 5 jours, mais aussi le nombre d'espèces différentes. Et le 6, pour que vous sachiez, il y a quand même 6 chimiothérapies qui existent à base d'artémisinine. On utilisera surtout, je vous l'ai dit, hein, l'artésunate, l'arténimol piperakine et l'artéméter, lumefantrine.
Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'était un topo qui était un petit peu long sur le paludisme, même s'il y a déjà eu plusieurs vidéos là-dessus. Ça me tenait à cœur de le faire aussi. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu pour encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.